Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le spécial invité matinal de ce jour, professeur Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes vice-président du parti politique Les Démocrates. Vous avez été candidat à la candidature au sein de cette formation politique pour l'élection présidentielle de 2026. Vous êtes le chef département sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'être avec nous ce jour pour nous donner votre opinion sur la crise que traverse votre formation politique, également cette proposition de loi portant révision de la Constitution qui est sur la table des députés au Parlement. Alors, d'entrée de jeu, au niveau du parti politique Les Démocrates, dites-nous comment vous êtes sorti de cet appel à candidature. Oh, mais moi, je vous remercie d'abord de m'avoir invité pour échanger sur la situation qui prévaut actuellement au sein de notre parti politique. Ce que vous demandez, comment je suis sorti de cette candidature au choix du parti. Bon, je pense que... On avait noté quand même que vous étiez quand même très déterminé à être... Oui, j'étais déterminé à être celui qui va porter les couleurs du parti à l'élection présidentielle. Et je pense que j'ai adhéré au processus. Et puis, le Conseil national a décidé des candidats. Et donc, en tant que militant, membre fondateur du parti, j'ai adhéré au choix du Conseil national. Tout s'est passé dans la transparence? Je pense que tout s'est bien passé et puis il y a eu quelques contestations qui ont fait l'objet de débats pendant le Conseil national et puis le Conseil national s'est prononcé. Est-ce que Maître Renaud Agbodjo a été imposé? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi, j'apprends beaucoup de choses sur le choix de Maître Renaud Agbodjo. Nous avions mis en place une commission et cette commission a été structurée. Et cette commission a fait l'appel à candidature et a déterminé les conditions qu'il fallait remplir. Maître Agbodjo a déposé sa candidature. La commission a déterminé les modalités de choix du candidat. Je ne pense pas qu'à un moment donné, un candidat se soit levé pour contester ce qui était fait par la commission. Et lorsque nous étions au Conseil national, la commission a présenté son rapport et les observations ont été faites et le Conseil national a adopté le rapport. C'est comme ça que les choses s'étaient passées. Je ne voyais pas... Donc il n'y avait pas une emprise de Boni Yayi sur la commission en question? Moi, je puis vous dire que, en tenant compte de mes relations personnelles avec l'ancien président Boni Yayi et des relations liées à ce qu'il est le président du parti politique, je ne l'ai pas vu influencer le choix de Maître Agbodjo. Au contraire, le président Boni Yayi nous a régulièrement invités à son domicile pour échanger avec nous, les vice-présidents du parti, avec les députés, avec les membres de la commission
pour que le travail qui était fait soit fait dans de bonnes conditions. Je ne l'ai pas vu manipuler quoi que ce soit dans le travail final. Il est venu au siège le jour du Conseil national. Il a présidé le Conseil national et pendant qu'il présidait le Conseil national, je ne l'ai pas vu influencer quoi que ce soit. Au contraire, j'ai vu un homme déterminé à faire en sorte que tout se passe dans de bonnes conditions. Vous savez, lorsque Maître Agbojo avait été choisi, j'étais arrivé finalement deuxième. Et je devrais être le colistier. Mais pour des raisons internes, il avait été décidé de choisir quelqu'un d'autre. Le président Boni Yayi était celui qui m'avait invité pour échanger avec moi, pour me demander d'accepter la décision du Conseil national. Et je l'avais accepté. Je ne l'ai pas vu influencer quoi que ce soit. Au contraire, il a joué son rôle de médiateur pour faire en sorte que nous soyons unis au sein du parti. Donc, selon les travaux de la commission, vous étiez pressenti pour être le colistier? Oui, c'est-à-dire que lorsque la commission a fait son travail, on a mis des critères qui ont servi à écarter certaines personnes. Ça, c'est à l'interne. Donc, moi, je devrais être les deux. Je devais être le colistier si Maître Agbojo était choisi comme le principal candidat. Mais pour des raisons internes, on a décidé de faire autrement. Et lorsque cette décision a été prise, le président Boni Yayi a joué à la médiation, il m'a reçu, il a échangé avec moi, les membres de la commission m'ont reçu, ils ont échangé avec moi et j'ai adhéré à leur décision et ça a été ratifié par le Conseil national. Je n'ai pas vu le président Boni Yayi manipuler quoi que ce soit, que les gens cessent de dire bon, qu'il a... Mais comment avez-vous vécu l'événement Michel Sodino? Moi, ça a été une surprise. D'abord, compte tenu de mes relations particulières avec lui. C'est un cohabitant à Porto Novo, c'est un frère, c'est un ami. Nous avions fait le chemin ensemble au sein du parti. Lorsque ce parti était créé, lui et moi, nous avions travaillé ensemble. Michel Sodino? Michel Sodino. J'ai été surpris par ce qui s'est passé et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire. Vous avez tenté de l'appeler, de le contacter? Vous avez tenté d'aller à son domicile? Il reste un frère, il reste un ami, il reste un cohabitant. Je pense que depuis... Vous êtes peiné? Je suis très peiné, j'ai été très peiné par la situation. Vous avez lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, dont moi-même, ont tenté de rentrer en contact avec lui. Mais il était resté fermé au dialogue. Bon, c'est sa décision qui nous a créé de tort. Comment vous arrivez à comprendre cette décision? Moi, je n'arrive pas à comprendre cette décision étant donné que... Vous avez suivi sa vidéo quand même, dans laquelle il expliquait que le parti avait des dissensions internes, il y avait du clanisme. Non. Monsieur le journaliste, Monsieur Michel Sodino est le coordonnateur du parti Les Démocrates dans la 19e circonscription électorale. Comme tout parti politique, il y a toujours des difficultés entre militants, entre responsables. Et je peux vous dire que le président Boni Yayi a géré efficacement les difficultés qu'il a rencontrées avec certains militants, certains coordonnateurs de la 19e circonscription. Nous avions fait plusieurs séances au domicile du chef de l'État pour apaiser les uns et les autres. Et au-delà de ça, lorsque le député Michel Sodino arrive à dire qu'il n'est pas d'accord avec le choix qui a été fait, c'est son opinion sur le choix qui a été fait. Vous comprenez cette opinion-là? Moi, je n'arrive pas à comprendre cette opinion étant donné qu'il n'a pas siégé dans la commission. Est-ce que Éric Ngoundété, son nom était agité comme candidat? Moi, je pense qu'il a utilisé le nom de Éric Ngoundété pour justifier son forfait? Justifier son acte. Parce que le président Éric Ngoundété est toujours resté membre du parti, vice-président du parti. Nous avions passé une semaine à la Sénat. Il est resté avec nous toute la semaine à la Sénat, jusqu'hier, pour travailler sur les dossiers de candidature aux élections
municipales et communales. Moi, je n'ai pas les preuves que le député Éric Ondeté ait été à la base de ce qu'il a fait. Mais moi, j'en conclus qu'il a juste utilisé sa proximité avec le président Éric Ondeté pour justifier son forfait. Pourquoi, si c'était vrai qu'il défendait le président Éric Ondeté, pourquoi quand le président Éric Ondeté lui a demandé de remettre la fiche de parrainage, il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas du tout fait. Ce qui veut dire qu'il utilisait ce prétexte-là pour justifier son acte. Et c'est regrettable. Alors, en dehors de Michel Sodinou, on a vu le candidat recalé effectuer une adresse qu'on peut qualifier de personnelle. Après lui, on a vu 5 députés du parti dont leur voix a été portée par Patrick Divort dénoncer la gestion au sein du parti politique. Après, ça a suivi la démission au niveau du groupe parlementaire, puis du parti politique. Moi, je pense que il y a un plan de déstabilisation de notre parti qui est méthodiquement exécuté avec une main externe. Je pense que c'est regrettable. Est-ce que si éventuellement ce que vous dites est avéré, est-ce que cela ne se fonde pas sur l'effectivité de problèmes internes qui sont en lien avec la gestion du parti? Il n'y a pas de parti politique sans problème interne. Il n'y a pas de parti politique sans courant de pensée. Il n'y a pas de parti politique sans personnalité qui cherche à influencer telle ou telle décision. Ça n'existe nulle part. Au Bénin, aux États-Unis, en France, un peu partout, vous avez toujours dans les partis politiques des personnalités très influentes qui ont des alliés au sein du parti politique. Pas pour autant que ça doit justifier ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est regrettable ce qui se passe parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment nos camarades puissent prendre cette décision tout en sachant que nous traversons une période particulière, qui est la période électorale, où on a besoin de serrer les rangs. On a besoin de lutter ensemble. Et c'est en cela que moi, je demande à ces 5 députés de revenir dans la maison. Leur place est dans la maison. Leur place n'est pas là où ils sont en train d'aller. Étant donné que nous avions lutté tous ensemble en 2020 pour créer ce parti, et de 2020 à 2025, nous avions fait le combat ensemble. Leur attitude se justifie par un certain nombre de frustrations. C'est normal qu'on soit frustré. Vous êtes aussi frustré? Je dis c'est normal qu'on soit frustré. Vous êtes aussi frustré? Non, moi je ne suis pas frustré. Okay. Moi je trouve normal que dans un parti politique, il y ait des courants d'idées, il y a des personnalités influentes qui cherchent à influencer les décisions. Moi je trouve ça normal parce que je suis un enseignant de sciences politiques. J'enseigne la sociologie politique. Je sais ce que c'est qu'un parti politique. Ça ne me surprend pas, ces comportements. Mais je voudrais dire aux camarades de revenir dans la maison. Parce que leur place est dans cette maison. Ce que nous défendons, c'est une cause nationale. Ce n'est pas une cause liée à une personnalité. Ce n'est pas une cause liée à un individu. Nous défendons le peuple. Et si tant est que nous défendons le peuple, nous devons faire fi de nos frustrations et continuer le combat ensemble. Continuer le combat ensemble, ouais. Pour vous. Alors, aujourd'hui, ces députés-là ont démissionné de votre formation politique. Ils ont d'abord quitté le groupe parlementaire, comme je le rappelais tout à l'heure, après la formation politique. Et cela a permis, au niveau de la mouvance, d'envisager une révision constitutionnelle. Vous êtes professeur de sciences politiques. Vous avez sûrement lu le contenu de cette proposition-là. D'entrée de jeu, dites-nous, comment apercevez-vous cette initiative? Moi, je pense que c'est dangereux ce qui est proposé là. Dangereux? Pourquoi? Oui, c'est très dangereux pour notre pays. Vous n'avez pas suivi les initiateurs? Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu, je l'ai relu. C'est très dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux pour vous, qui est inscrit dans cette proposition selon vous? Vous savez, le droit constitutionnel, c'est une science. Une constitution n'est pas élaborée comme on veut. Il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs
dont on tient compte pour élaborer une constitution. Et la constitution du 11 décembre 1990 a tiré leçon des expériences béninoises de 1960 à 1989. C'est la raison pour laquelle nous étions partis à un régime présidentiel. Le régime présidentiel tel que ça a été défini et adopté dans la Constitution nous a permis d'obtenir une stabilité de 1990 jusqu'en 2019 où il y a eu remise en cause. Depuis cette remise en cause, vous-même, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et qu'on en vienne encore à vouloir modifier la Constitution pour insérer une institution qui rogne les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, les pouvoirs de l'Assemblée nationale, les pouvoirs de la justice, même les pouvoirs du chef de l'État et les droits des citoyens. C'est très dangereux, cette institution-là. D'autant plus que l'équilibre qui est dans la Constitution est perturbé. Et au-delà de cette perturbation, on demande même une trêve politique. Vous ne trouvez pas ça pertinent? Mais la trêve politique, dans un pays, ce n'est pas possible. Pour penser développement. Mais écoutez, c'est quoi le développement? Le développement, c'est l'ensemble des éléments d'ordre politique, économique, social qui permet à un pays de passer d'une position A à une position B. L'économie seule ne fait pas le développement. Le social seul ne fait pas le développement. Le développement, c'est tout à la fois. On ne peut pas, parce qu'il faut développer le Bénin, demander à ce qu'il y ait une trêve politique pendant 5 ans. C'est pas possible. Ils ont 4 ans. Bon. Vous prenez la Constitution, il est écrit que les partis politiques animent la vie politique. Donc, il n'y aura plus d'animation de la vie politique. Parce qu'il est dit que, j'ai lu quelque part que, j'ai vu le verbe devoir. On dit, à l'élection du président de la République, les activités politiques des partis politiques et des corps de la nation doivent converger au renforcement de l'action politique du gouvernement jusqu'à l'année doivent. Nous sommes dans la pensée unique. Je ne parle pas de parti unique. J'ai dit la pensée unique. C'est-à-dire on refuse aux citoyens de penser autre chose que ce que le chef de l'État va penser. Et c'est très grave. Et on poursuit qu'au cours de cette période de trêve des activités de compétition politique, l'activité des partis politiques ne doit pas compromettre l'action politique du président de la République et du pouvoir exécutif. Ça veut dire qu'il ne doit même plus avoir d'opposition. Parce qu'on dit l'action ne doit pas compromettre l'action politique du président de la République et du pouvoir exécutif. Il ne doit pas avoir d'opposition. Il ne doit plus critiquer le chef de l'État. Mais c'est grave pour notre pays. C'est-à-dire que on faisait le requiem de la démocratie. Maintenant, elle est complètement enterrée. C'est ce que cela veut dire. Et c'est très grave. Non, ben c'est pas ma compréhension, c'est ce que c'est pas écrit. Ma compréhension, c'est ce qui est écrit. Nous sommes tous allés à l'école, monsieur le journaliste. On dit l'animation du débat politique à finalité compétitive est suspendue. L'animation du débat politique à finalité compétitive oui, est suspendue. La compétition politique, mais il n'y a plus de compétition politique. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez émettre des critiques, des commentaires. Eh ben, il y aura des critiques quand il n'y a pas de compétition politique. C'est plus possible. Et on va plus loin. L'activité politique doit être contributive et concourir au succès de l'action politique mise en œuvre par la majorité en charge de la direction de l'État. Ça c'est inadmissible. Ce qui est dans cette proposition de loi. Et moi, je pense que les députés à l'Assemblée nationale doivent éviter d'adopter une proposition de loi de modification. De toute façon, il y aura des amendements. Constitution qui arrache aux citoyens leurs droits
une proposition de modification de la Constitution qui élimine dans notre pays l'existence de l'opposition. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui gouvernent. Demain, parmi eux, il y en aura qui vont se retrouver dans l'opposition. Vous voyez, c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, la démocratie. Et dans ce jeu de rôle, il faut qu'il y ait la possibilité pour chacun et pour chaque parti politique de jouer ce rôle et que chacun et chaque parti politique soit protégé dans ce jeu de rôle. Alors, au-delà de ça, j'espère que vous serez disponible pour un débat contradictoire. Oui, je serai disponible. Dans les jours à venir, cette semaine, bien évidemment. Je vais évoluer un peu pour que vous découvriez ce qui se joue dans la création de cette institution. On dit que le Sénat concourt à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis du développement de la nation, de la défense du territoire et de la sécurité publique. Mais écoutez, ça c'est le rôle du chef de l'État. C'est le rôle du pouvoir exécutif. Ça ne peut pas être le rôle d'un Sénat. Ce n'est pas possible. Et même dans la composition de ce Sénat, j'allais en venir, vous avez les chefs d'état-major des armées. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Ce n'est pas leur place. De toute façon, ça sera amendé, la proposition. Mais il faut le dire d'abord pour que cette proposition, non seulement soit amendée, mais soit rejetée. On n'a même pas besoin d'amender. Cette proposition doit être rejetée. C'est inadmissible pour notre pays. Daniel Eda plaît au référendum si éventuellement on doit l'adopter? Moi, je pense que nous sommes dans une situation délicate. Et ce n'est pas cette proposition de loi de révision de la Constitution qui doit apporter la solution. Cette proposition de loi de révision de la Constitution aggrave la situation. Aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de partis politiques ont appelé au dialogue. Mais le président de la République n'a jamais donné de suite à cet appel. Et je crois que c'est le moment de dialoguer. C'est le moment de dialoguer parce qu'il est inadmissible qu'on aille aux élections, surtout l'élection présidentielle, sans la présence du principal parti de l'opposition. Donc, et au-delà de ça, la situation que notre pays vit depuis 2016, où il y a des prisonniers politiques, où il y a des exilés politiques, il y a des violations des droits humains, appelle à ce que les Béninois se retrouvent ensemble et échangent. D'où la nécessité d'une transition. Il faut ouvrir une transition. C'est une période transitoire. Lorsque vous parlez de transition, qu'est-ce que vous faites, à quoi faites-vous référence? C'est-à-dire que quand on annule le processus électoral actuellement, quand vous observez, il faut annuler le processus électoral engagé actuellement. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Quand vous observez la situation, on se retrouve dans celle de 89, à la différence que les dépenses publiques continuent d'être faites. En 89, déjà à partir de 87, 88, 89, il n'y avait plus la possibilité de payer les fonctionnaires. Nous ne sommes pas dans ce cas aujourd'hui. Voilà. En dehors de ces différences, on se retrouve dans le même contexte. Vous êtes sûr politiquement? Ah oui, bien sûr. Parce que vous avez des exilés politiques, parce que vous avez des prisonniers politiques, est-ce que les fondements sont les mêmes? Des droits politiques qui sont violés. Lorsqu'on empêche l'opposition de participer à l'élection présidentielle par des manœuvres décousues, ce sont des droits politiques qui sont... Michel Sodino un compagnon à vous. Vous pensez qu'il a été instrumentalisé? Je crois que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait seul. Vous pensez qu'il est faible pour être manipulé? Je crois intimement. Je crois intimement. Michel Sodino qui est quand même à l'abri du besoin. Non, mais je ne dis pas que... Oui. Je crois que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait seul. Je crois. Je connais Michel Sodino, c'est un ami, c'est un frère. Je crois que j'ai été d'abord surpris par ce qu'il a fait. Et quand je fais mon analyse, je me dis, mais ce qu'il a fait là, il ne peut pas le faire seul. Il y a une main invisible derrière qui l'a poussé à faire ça.
Pourquoi la main invisible a choisi lui et pas un autre? Bon, c'est à la main invisible de le dire. Vous voyez sa faille, son talon d'Achille? Je connais Michel. Quel est son talon d'Achille? Je le connais très très bien. Oui, vous le connaissez très bien, donc quel est son talon d'Achille? C'est un homme de valeur. Un homme de valeur? C'est un homme de valeur, c'est un homme qui respecte ses engagements. Et qui en arrive à ce que vous avez dit? S'il en arrive à ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une main invisible qui est derrière. Donc vous ne voyez pas un problème à l'interne du parti? Aucun. Aucun. Je ne crois pas que ce soit un problème interne du parti. Et donc je vous disais qu'il faut ouvrir une transition pour nous permettre de nous asseoir et de discuter, d'échanger, pour trouver une solution à la situation actuelle de notre pays. Ce n'est pas en créant un Sénat dans la forme dans laquelle ça se trouve là que l'on va trouver la solution. On dit que le Sénat veille à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion des biens publics, l'unité et la concorde nationale en vue du développement humain et complet durable. En matière législative, il délibère a priori tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l'organisation du pouvoir d'État, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense du territoire. Non. Moi, je pense que lorsque vous prenez la Constitution américaine, vous prenez la Grande-Bretagne, bon, le Royaume-Uni, même vous prenez la France. Vous voyez là où il y a deux institutions qui partagent le rôle législatif, ce n'est pas dans cette forme-là que c'est fait. De toute façon, dans cette forme-là, ce qui va arriver si il est voté, c'est qu'il y aura une crise entre le chef de l'État et ce Sénat-là. C'est ce qui va arriver. Il y aura une crise entre le chef de l'État et ce Sénat, une crise entre la Cour constitutionnelle et ce Sénat, une crise entre l'Assemblée nationale et ce Sénat. Et ce serait une crise difficile à gérer, de telle manière que, bon, je ne saurais prédire ce à quoi ça peut nous conduire. Nathaniel Kitty, on va y revenir d'ici demain ou après-demain. J'ai bien envie que vous puissiez confronter ces opinions-là avec ceux qui défendent ardemment ce projet politique, parce que c'est estime que le président de la République est hyper puissant. Il faut le réduire un peu de sa superpuissance. Vous ne pensez pas cela. Vous êtes quand même un érudit en la matière de questions de sciences politiques. On va y revenir très bientôt, demain ou après-demain. Vous prenez encore à nouveau l'engagement d'être disponible. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à vous, Nathaniel Kitty. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes vice-président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Vous avez été candidat à la candidature au niveau de cette formation politique pour l'élection présidentielle de 2026. Vous êtes le chef de département sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'avoir été matinal et d'être venu dans nos studios. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. Que la semaine, la première du mois de novembre, soit féconde à tout un chacun.